Lorsque le PDG milliardaire Alexander Reed s'est moqué d'une fillette sans abri de 7 ans, la mettant au défi de jouer du piano pour être adoptée, il pensait l'humilier. Au lieu de cela, sa performance miraculeuse allait bouleverser tout ce qu'il croyait savoir sur la valeur, le talent et le destin. Mais personne n'aurait pu imaginer ce qui allait suivre. Si vous appréciez cette incroyable histoire vraie de transformation, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à me dire dans les commentaires quel moment vous a le plus touché. Le vent de décembre balayait Manhattan comme une lame, faisant virevolter des bouts de journaux autour des chaussures cirées d'Alexander Reed alors qu'il sortait de sa Tesla noire sur la 5e avenue. À 32 ans, il dirigeait Reed Industries avec la précision impitoyable qui lui avait permis de bâtir son empire d'1 milliard de dollars à partir de rien. Son costume Armani anthracite coûtait plus cher que ce que la plupart des gens gagnaient en plusieurs mois, et sa montre Patek Philippe reflétait la lumière du matin à chaque geste calculé. Monsieur Reed, la réunion du conseil d'administration commence dans 20 minutes, lui cria son assistant Marcus, qui peinait à suivre le rythme des longues enjambées d'Alexander vers l'imposante tour de verre qui portait son nom. Alexander lui accorda à peine un regard, ses yeux gris acier fixés devant lui avec une intensité laser. Il était passé de l'anonymat au statut de plus jeune milliardaire autodidacte de New York, et il portait cette réussite comme une armure contre un monde qu'il avait autrefois rejeté. Mais alors qu'il tournait au coin de la prestigieuse Steinway Music Academy, quelque chose le fit s'arrêter net. Une petite silhouette était blottie contre la clôture de l'académie, collée à l'une des hautes fenêtres. C'était une petite fille, âgée d'à peine 7 ans, dont les cheveux noirs emmêlés s'échappaient d'un bonnet en tricot usé. Elle portait plusieurs couches de vêtements dépareillés, un manteau trop grand qui avait connu des jours meilleurs, des bottes trouées qui laissaient entrer le froid et des gants sans doigts qui couvraient à peine ses petites mains. Ce qui frappa le plus Alexander, c'était son immobilité totale. Alors que la ville animée s'agitait autour d'elle comme un fleuve, elle restait figée. Ses yeux sombres étaient fixés sur quelque chose à l'intérieur de l'académie de musique avec une intensité qui semblait impossible pour quelqu'un d'aussi jeune. Sophia vient t'éloigner de là, dit une voix fatiguée. Un homme plus âgé s'approcha, le visage buriné, les yeux gentils, vêtu de l'uniforme d'un agent d'entretien. Tu vas attraper une pneumonie en restant debout dans ce froid. La petite fille Sophia se tourna vers lui, mais ne s'éloigna pas de la fenêtre. Encore 5 minutes, s'il te plaît, oncle Pete. Il joue la nocturne en mi bémol majeur de Chopin. Écoute comment la mélodie s'entremêle à l'harmonie. Alexander haussa les sourcils. Une enfant des rues de 7 ans qui parle de Chopin. Il se surprit à s'approcher, attiré par la curiosité, malgré son indifférence habituelle envers les innombrables sans-abri de la ville. Oncle Pete soupira en resserrant sa veste usée. Sophia, nous en avons déjà parlé. Tu ne peux pas venir ici tous les jours. Les agents de sécurité commencent à remarquer et nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des problèmes. Mais oncle Pete, j'entends chaque note, chaque nuance. Aujourd'hui, l'élève a joué le crescendo de la mesure 42 exactement comme Rubinstein dans son enregistrement de 1960. Saviez-vous que cet enregistrement a été réalisé ici même, à New York? Oh, ça suffit, l'interrompit Pete doucement mais fermement. Nous devons aller chercher quelque chose à manger. Alexander se surprit à s'avancer avant de pouvoir s'en empêcher. Le cuir coûteux de ses chaussures claqua sur le trottoir, attirant leur attention à tous les deux. Les yeux sombres de Sophia croisèrent les siens, et il y vit quelque chose qui le fit s'arrêter. Ce n'était pas le regard habituel des sans-abri, mais une étincelle d'intelligence et d'espoir. Excusez-moi, dit Alexander, sa voix empreinte de l'autorité qui régnait dans les salles de réunion. Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre. Vous venez de faire référence à un enregistrement spécifique de Rubinstein? Sophia acquiesça avec enthousiasme, apparemment insensible à sa présence intimidante. Arthur Rubinstein, enregistrement RCA Victor de 1960. Il a joué la nocturne avec une incroyable retenue émotionnelle dans l'ouverture, puis a laissé la passion monter progressivement dans la partie centrale. La plupart des pianistes précipitent cette partie, mais Rubinstein avait compris que le génie de Chopin résidait autant dans les espaces entre les notes que dans les notes elles-mêmes. Alexander la regarda, momentanément sans voix. Cet enfant en haillons discutait de piano classique avec plus de sophistication que la plupart des critiques musicaux.
Comment connais-tu Rubinstein? Demanda-t-il, son ton passant du dédain à une curiosité sincère. Le visage de Sophia s'illumina comme le soleil levant perçant les nuages. J'écoute tous les jours, je me tiens ici et j'écoute les cours. Je viens ici depuis 2 ans, j'apprends tout ce que je peux. Les professeurs à l'intérieur ne le savent pas, mais j'ai mémorisé des centaines de morceaux rien qu'en les écoutant. Chopin, Mozart, Beethoven, Rachmaninoff, je les connais tous. Oncle Pete semblait gêné. Sophia, ne dérange pas ce monsieur, nous devrions y aller. Attendez. Alexander leva la main, observant la jeune fille avec un intérêt nouveau. Une idée se formait dans son esprit. Cruelle peut-être, mais elle lui procurerait un divertissement et enseignerait à cette enfant présomptueuse une leçon précieuse sur la manière de rester à sa place. Tu dis que tu as appris à jouer du piano simplement en écoutant. Oui, monsieur. Les yeux de Sophia brillaient d'excitation. Je me suis entraîné à jouer les doigtés sur ce morceau de carton que mon oncle Pete a trouvé pour moi. Vous voyez? Elle sortit un morceau de carton froissé sur lequel étaient dessinées des touches de piano au marqueur noir. Je m'entraîne tous les soirs en imaginant les sons. La bouche d'Alexander se courba en ce qui aurait pu passer pour un sourire, mais ses yeux restaient en froid. Eh bien, petite prodige, j'ai une proposition à te faire. Il plongea la main dans sa veste et sortit son téléphone, vérifiant l'heure avec une précision théâtrale. Je suis Alexander Reed. Tu as peut-être entendu parler de Reed Industries. Je possède la moitié des immeubles de ce quartier, y compris des investissements assez importants dans les arts. Sophia secoua la tête innocemment. Je ne m'y connais pas en affaires, monsieur. Je ne m'y connais qu'en musique. Bien sûr que non, dit Alexander avec un amusement condescendant. Eh bien, voici ce que je propose. Si tu es vraiment aussi talentueuse que tu le prétends, mettons cela à l'épreuve. Je vais m'arranger pour que tu puisses jouer dès maintenant sur le piano à queue de concert de l'Académie. Si tu es capable de jouer quelque chose d'impressionnant, quelque chose qui prouve que tu n'es pas juste une autre enfant des rues délirantes. Puis il fit une pause dramatique, savourant le suspense qui montait. Plusieurs passants s'étaient arrêtés pour observer la scène, attirés par le spectacle d'un homme d'affaires en costume coûteux s'adressant à une enfant sans abri. Alors, je t'adopterai moi-même. Je te donnerai un vrai foyer, une éducation convenable, des cours de piano avec les meilleurs professeurs que l'argent puisse acheter, tout ce qu'une petite fille peut désirer, dit Alexander. Les yeux de Sophia s'écarquillèrent d'incrédulité et d'espoir. Vous êtes sérieux, absolument, répondit Alexander d'un ton suave. Mais si tu échoues, et tu échoueras, car le vrai talent musical nécessite des années de formation adéquate, des instruments coûteux et une éducation que tu n'as tout simplement pas. Alors tu promets d'abandonner ce fantasme ridicule et de trouver quelque chose qui corresponde mieux à ta condition. Marché conclu? Oncle Pete s'approcha de Sophia d'un air protecteur. Attendez une minute. Ce n'est pas grave, oncle Pete, dit Sophia doucement, posant sa petite main sur son bras. Je peux le faire. Elle leva les yeux vers Alexander avec une détermination qui semblait bien supérieure à ses 7 ans. J'accepte votre défi, monsieur Reed. Le sourire d'Alexander s'élargit, mais il ne contenait aucune chaleur. Excellent. Marcus, appela-t-il son assistant. Appelez l'Académie. Dites-leur qu'Alexander Reed a besoin d'accéder immédiatement à leur salle de concert. Donne d'entreprise. Pendant que Marcus passait l'appel, Alexander regarda Sophia avec satisfaction. Dans 10 minutes, il aurait enseigné à cet enfant et à tous ceux qui regardaient une précieuse leçon sur l'ordre naturel des choses. Les riches appartenaient au sommet et les pauvres au bas de l'échelle. Aucun vœu pieux ne pouvait changer cette vérité fondamentale. Mais alors qu'il regardait Sophia redresser ses épaules frêles et lever le menton avec une dignité tranquille, quelque chose lui traversa l'esprit, un souvenir qu'il ne parvenait pas tout à fait à 16 heures. Celui d'un autre enfant, il y a longtemps, qui rêvait d'une musique hors de sa portée. Il repoussa cette pensée avec impatience. La sentimentalité était une faiblesse, et Alexander Reed n'avait pas de place pour la faiblesse dans son monde parfaitement ordonné. Mais en quelques instants, ce monde parfaitement ordonné était sur le point de s'effondrer complètement. Avant de poursuivre cette histoire incroyable, n'hésitez pas à aimer cette vidéo si vous êtes aussi impressionné que moi par le courage de Sophia et à commenter ci-dessous ce que vous pensez qu'il va se passer ensuite. L'intérieur de la Steinway Music Academy était tout ce que Sophia avait imaginé, et même plus.
Les parquets brillants reflétaient la douce lumière qui filtrait à travers les hautes fenêtres, et les murs étaient ornés de portraits de musiciens légendaires qui semblaient veiller sur cet espace sacré. L'odeur du polish pour bois et la résonance persistante d'innombrables moments musicaux emplissaient l'air comme de l'encens. Alexander traversa le hall élégant avec l'assurance d'un homme habitué à obtenir ce qu'il veut. La directrice de l'académie, Madame Catherine Whitmore, une femme distinguée d'une soixantaine d'années, aux cheveux argentés coiffés en un chignon impeccable, se précipita à leur rencontre. Monsieur Reed, quel plaisir inattendu, dit-elle d'une voix teintée de l'accent raffiné de la vieille société new-yorkaise. Marcus m'a parlé d'une affaire concernant l'entreprise. Quelque chose comme ça, répondit Alexander avec douceur, ses yeux scrutant déjà l'espace avec le regard calculateur d'un prédateur. J'ai besoin d'accéder à votre salle de concert pendant quelques minutes pour une petite démonstration. Les yeux de Madame Whitmore se posèrent sur Sophia et son expression se transforma en une douce inquiétude. Et cette jeune femme est le sujet de notre démonstration, dit Alexander d'un ton dédaigneux. Ne vous inquiétez pas, cela ne prendra pas longtemps. Sophia n'avait pratiquement pas bougé depuis son arrivée à l'académie. Elle se tenait au centre du hall, tournant lentement sur elle-même, les yeux écarquillés d'émerveillement, absorbant chaque détail. Ses doigts bougeaient inconsciemment, comme si elle jouait déjà sur des touches invisibles. « Je l'entends », murmura-t-elle, la voix remplie d'admiration. La musique qui vit dans ces murs, des centaines d'années de sons magnifiques, tous superposés comme une symphonie de souvenirs. Madame Whitmore haussa les sourcils avec intérêt. Quelle façon inhabituelle de le dire, ma chère. Êtes-vous étudiante en musique? Avant que Sophia n'ait pu répondre, Alexander l'interrompit avec impatience. Madame Whitmore, si nous pouvions nous rendre à la salle de concert, j'ai une réunion du conseil d'administration dans 15 minutes. La salle de concert coupa le souffle à Sophia. Le piano à queue Steinway trônait au centre de la scène tel un géant endormi, sa surface en ébène reflétant la douce lumière des projecteurs. Les sièges en velours rouge s'élevaient en élégantes larmes, et l'acoustique était si parfaite que Sophia pouvait entendre les battements de son propre cœur résonner dans le silence. « Voilà, petite prodige, dit Alexander Burr en désignant le piano avec une grandeur feinte. Ton moment de vérité. Une petite foule s'était rassemblée. Madame Whitmore, plusieurs membres du personnel de l'académie qui avaient été intrigués par l'agitation, oncle Pete qui tournait nerveusement près de l'entrée, et Marcus qui enregistrait tout sur son téléphone avec un amusement à peine dissimulé. Sophia s'approcha du piano lentement, avec révérence, comme si elle s'approchait d'un autel. Ses petits doigts effleurèrent le bord du clavier sans appuyer sur aucune touche. « C'est magnifique », murmura-t-elle. « J'ai rêvé de ce moment pendant si longtemps. » Alexander regarda sa montre de manière théâtrale. « Eh bien, nous n'avons pas toute la journée. Jouez quelque chose si vous le pouvez. » Sophia leva les yeux vers lui, et pendant un instant, Alexander vit dans son regard quelque chose qui le mit mal à l'aise. Ce n'était ni de la peur ni de la colère, mais quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié. « Que voulez-vous que je joue, Monsieur Reed ?» demanda-t-elle doucement. « Oh, je pense que vous devriez choisir, » répondit Alexander avec une fausse générosité. « Après tout, c'est vous l'experte, n'est-ce pas? Quelque chose d'impressionnant, quelque chose qui prouvera que vous méritez mon investissement. » Sophia acquiesça pensivement, puis ajusta le banc du piano pour l'adapter à sa petite taille. Elle s'assit dans une posture parfaite, les pieds suspendus à quelques centimètres au-dessus des pédales, les mains posées sur les touches avec une grâce naturelle. « J'aimerais jouer le ballet Endeg 1 en sol mineur de Chopin, dit-elle. C'est le morceau qui m'a appris ce que signifie raconter une histoire à travers la musique. » Le sourire narquois d'Alexander vacilla légèrement. La première ballade de Chopin était réputée pour sa difficulté, un morceau qui mettait au défi même les pianistes professionnels par ses exigences techniques et sa complexité émotionnelle. « Es-tu sûr de ne pas vouloir commencer par quelque chose de plus simple? » demanda Madame Whitmore avec gentillesse. « Peut-être une gamme de base ou... » « Non, madame, » répondit Sophia avec une certitude tranquille. « C'est ce qu'est la piste qui me parle. » Elle ferma les yeux un instant, prit une profonde inspiration, puis ses doigts trouvèrent des touches. Les premières notes de la ballade émergèrent avec une telle clarté et une telle sensibilité que plusieurs personnes dans le petit public poussèrent un cri de surprise. Ce n'était pas le tintement hésitant d'un enfant jouant du piano.
C'était de la musique dans sa forme la plus pure, jaillissant des petites mains de Sophia comme l'eau d'une source. Alexander sentit son sourire confiant se figer sur son visage. C'était impossible. L'enfant jouait avec une précision technique qui rivalisait avec celle des étudiants du conservatoire. Mais plus encore, elle jouait avec une véritable compréhension musicale, façonnant chaque phrase avec un talent artistique mature. Alors que Sophia passait aux sections centrales les plus complexes du morceau, tout son être semblait se fondre dans la musique. Son corps se balançait légèrement au rythme des lignes mélodiques. Ses doigts dansaient sur les touches avec une vitesse et une précision incroyables, et son visage reflétait toutes les nuances émotionnelles du chef-d'œuvre de Chopin. Le public était fasciné. Madame Whitmore avait les larmes aux yeux. Oncle Pete était bouche bée, stupéfait. Même Marcus avait arrêté d'enregistrer, trop abasourdi pour continuer. Mais c'était Alexander qui était le plus profondément bouleversé. Pendant que Sophia jouait, des souvenirs qu'il avait enfouis au plus profond de son subconscient ont commencé à refaire surface. Des souvenirs d'une autre petite fille, il y a longtemps, qui aimait la musique avec la même passion désespérée. Une fille à qui on avait dit qu'elle n'était pas assez douée, qu'elle ne valait pas l'investissement, qu'elle ne méritait pas ses rêves. Cette petite fille était sa sœur, Emma. Cette prise de conscience le frappa comme un coup physique. Emma, qui était morte dans un accident de voiture à l'âge de 8 ans, parlait de musique de la même manière que Sophia, rêvait avec la même intensité, avait été rejetée par leurs riches parents avec la même indifférence cruelle qu'Alexander manifestait à présent. Sophia arriva à la partie culminante de la ballade, ses petites mains parvenant d'une manière ou d'une autre à couvrir des octaves qui auraient dû être impossibles pour sa taille. La musique s'éleva dans la salle de concert, remplie de triomphe et de tragédie, d'espoir et de chagrin, le tout tissé ensemble par le génie incomparable de Chopin. Puis, alors que les dernières notes s'évanouissaient dans le silence, Sophia ouvrit les yeux et regarda Alexander droit dans les yeux. À cet instant, il ne vit pas seulement une enfant sans abri, mais une âme musicale profonde qui avait reçu un don impossible. Le silence s'étira pendant ce qui sembla être une éternité avant que Madame Whitmore ne commence à applaudir, d'abord lentement, puis avec un enthousiasme croissant. Les autres membres du personnel se joignirent à elle, puis Oncle Pete, jusqu'à ce que la petite salle de concert soit remplie d'applaudissements tonitruants. Mais Alexander ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas parler, ne pouvait pas comprendre ce dont il venait d'être témoin. Cette petite fille, cet enfant des rues qu'il avait l'intention d'humilier, venait de livrer l'une des performances musicales les plus émouvantes qu'il ait jamais vues. Monsieur Reed, la voix de Sophia était faible mais claire. Est-ce que j'ai bien joué? Alexander la fixa du regard, son monde basculant sur son axe. Tout ce qu'il croyait savoir sur la valeur, le talent, sur qui méritait des opportunités, s'écroulait autour de lui. Comment? Parvint-il enfin à murmurer. Comment est-ce possible? Les yeux de Sophia brillaient de la joie de quelqu'un qui était enfin vu, enfin entendu. Je vous l'ai dit, monsieur, j'écoute. Chaque jour depuis 2 ans, j'ai écouté chaque leçon, chaque masterclass, chaque séance de pratique. J'ai mémorisé chaque morceau, étudié chaque technique. J'ai pratiqué les doigtés sur mon piano en carton jusqu'à ce que je puisse sentir la musique dans mes os. Elle fit une pause, son expression devenant plus sérieuse. Mais plus que cela, Monsieur Reed, la musique ne consiste pas à posséder des choses coûteuses ou à être né dans la bonne famille. La musique consiste à avoir un cœur qui comprend la beauté et des mains prêtes à travailler jusqu'à ce que cette beauté puisse être partagée avec le monde. Alexander sentit quelque chose se briser dans sa poitrine, un mur qu'il avait érigé autour de son cœur il y a des années, construit à partir du chagrin, de la déception et des leçons cruelles d'un monde qui mesurait la valeur en dollars plutôt qu'en rêves. Sophia, dit-il, la voix chargée d'une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis des décennies. Moi aussi et toi. Mais avant qu'il puisse terminer sa phrase, son téléphone vibra, lui signalant un message urgent de son chef de la sécurité. En lisant le texte, son visage pâlit. Quelqu'un avait posé des questions à son sujet. Quelqu'un avait fouillé dans son passé, dans des secrets qu'il avait enfouis si profondément qu'il pensait qu'il ne pourrait jamais refaire surface. Et d'une manière ou d'une autre, aussi incroyable que cela puisse paraître, tout cela était lié à la petite fille qui se tenait devant lui. Si cette histoire vous touche autant qu'elle me touche, cliquez sur le bouton « S'abonner »
Et dites-moi dans les commentaires si vous croyez au pouvoir des secondes chances. La salle de réunion de Reed Industries occupait tout le 42e étage, ses baies vitrées offrant une vue imprenable sur Manhattan. Mais Alexander ne pouvait pas se concentrer sur la silhouette familière de la ville, alors qu'il faisait les 100 pas derrière son bureau en acajou, son calme habituellement parfait brisé. 3 heures s'étaient écoulées depuis la performance de Sophia, et il n'avait pas réussi à se concentrer sur une seule question professionnelle. Ses cadres supérieurs avaient finalement renoncé à tenir la réunion prévue et s'étaient retirés discrètement, échangeant des regards inquiets sur le comportement inhabituel de leur PDG. Marcus frappa doucement à la porte vitrée avant d'entrer. Monsieur Reed, le détective privé que vous avez demandé est là. Faites-le entrer, dit Alexander sèchement, sans se détourner de la fenêtre. Le détective Ray Morrison était un ancien détective de la police de New York, spécialisé dans les enquêtes discrètes pour des clients de haut rang. Grand et buriné, il avait des yeux gris intelligents qui ne manquaient rien. Il avait aidé Alexander à gérer plusieurs situations délicates au fil des ans. Alex, dit Ray en s'installant dans l'un des fauteuils en cuir face au bureau. J'ai reçu ton message concernant la vérification des antécédents d'une certaine Sophia, une enfant des rues âgée d'environ 7 ans. Alexander se retourna enfin et Ray fut frappé par le regard hanté du jeune homme. Qu'as-tu trouvé? Ray ouvrit sa tablette et parcourut ses notes. C'est un cas intéressant. Sophia Martinez, âgée de 7 ans, vit avec Pete Kowalski depuis environ 2 ans. Pete est un homme bien. Il travaille comme agent d'entretien dans plusieurs immeubles du quartier. Il n'a jamais eu de problèmes avec la justice. Il a un casier vierge, paye ses impôts et s'occupe de l'enfant comme si c'était sa propre petite-fille. Comment s'est-elle retrouvée chez lui? Demanda Alexander en s'affalant lourdement dans son fauteuil. C'est là que ça se complique, répondit Ray, l'air de plus en plus grave. La mère de Sophia était Elena Martinez, âgée de 26 ans. Elle est morte dans un accident de voiture sur la FDR Drive il y a 2 ans. Mère célibataire, sans famille connue. Elle cumulait plusieurs emplois pour joindre les deux bouts. Alexander sentit un frisson lui parcourir l'échine. Un accident de voiture. Une collision frontale avec un conducteur ivre. Elena rentrait chez elle après son service de nuit dans un restaurant du Queens. Ray fit une pause, observant la réaction d'Alexander. Le fait est, Alex, qu'Elena n'était pas seule dans la voiture cette nuit-là. Que veux-tu te dire? Il y avait un autre passager, une fillette de 5 ans, qui a miraculeusement survécu avec seulement des blessures légères. C'était Sophia. Mais voici la partie vraiment intéressante. Ray se pencha en avant et baissa la voix. Elena Martinez n'était pas la mère biologique de Sophia. Alexander agrippa les accoudoirs de son fauteuil. Quoi? D'après les dossiers de l'hôpital et des services sociaux, Elena s'occupait de Sophia depuis que l'enfant avait environ 3 ans. Mais il n'y a aucun document d'adoption légal, aucun certificat de naissance indiquant Elena comme mère. C'est comme si Sophia était simplement apparue dans la vie d'Elena. C'est impossible, dit Alexander, mais sa voix manquait de conviction. Ray ouvrit un autre écran sur sa tablette. J'ai fait des recherches plus approfondies sur le passé d'Elena. Il s'avère qu'elle avait des liens avec le système d'aide sociale à l'enfance. Elle aidait de manière informelle les enfants qui passaient entre les mailles du filet. Le genre de femme qui accueillerait un enfant sans poser de questions si cet enfant avait besoin d'aide. Mais d'où venait Sophia à l'origine? C'est ce sur quoi je travaille encore, admit Ray. Mais j'ai trouvé autre chose, quelque chose que tu dois voir, je pense. Il tourna la tablette vers Alexander, lui montrant une coupure de journal datant d'il y a 3 ans. Le sang d'Alexander se glaça lorsqu'il lut le titre. Reed Industries, la sœur du PDG, commémorée à l'occasion de l'anniversaire de sa mort tragique. Je ne comprends pas pourquoi vous me montrez ça, dit Alexander avec prudence, mais ses mains tremblaient. Ray avait l'air, j'en suis dit, mais insistant. Alex, je te connais depuis 5 ans. Je ne t'ai jamais vu réagir à quelqu'un comme Marcus a décrit ta réaction envers cette petite fille aujourd'hui. Alors, j'ai fait quelques recherches sur ton histoire familiale. Il sortit un autre document. Emma Reed, ta sœur cadette, est morte dans un accident de voiture à l'âge de 8 ans. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'Emma avait une fille, une petite fille qui avait 3 ans quand Emma est morte. Alexander se leva d'un bond. Ce n'est pas possible. Emma n'a jamais eu d'enfant. Elle n'avait que 8 ans quand elle est morte. Pas ta sœur, Emma, dit Ray calmement. Ton autre sœur,
Emma Reed Morrison. Elle a appris le nom de son mari quand elle s'est mariée. Cela vous dit quelque chose? La pièce semblait tourner autour d'Alexander. Emma Morrison, sa demi-sœur, née quand Alexander était à l'université, issue du second mariage de son père après la mort de la mère d'Alexander. Emma, qui avait été exclue de la fortune de la famille Reed lorsqu'elle avait épousé un homme que leur père jugeait indigne. Emma, qui avait disparu de la vie d'Alexander alors qu'il bâtissait son empire, trop concentrée sur la réussite pour entretenir des liens familiaux. Emma Morrison est décédée il y a 3 ans. Rye poursuivit doucement. Accident de voiture sur le pont de Queensborough. Elle a laissé derrière elle une fille de 3 ans nommée Sophia. L'enfant a été placé en famille d'accueil d'urgence, mais elle s'est retrouvée chez Elena Martinez au lieu de passer par les voies officielles. Alexander s'effondra dans son fauteuil, écrasé par le poids de cette révélation. Sophia est la fille d'Emma. C'est ma nièce. La chronologie correspond parfaitement, confirma Rye. Sophia devait avoir environ 3 ans quand Emma est morte, environ 4 ans quand Ella l'a recueillie. Le talent musical est héréditaire. J'ai trouvé des archives d'Emma Morrison jouant dans des productions théâtrales locales, toujours dans des rôles musicaux. L'esprit d'Alexander revint à ce matin-là, à la performance incroyable de Sophia, à la façon dont elle l'avait regardé avec ses yeux sombres qui lui semblaient maintenant étrangement familiers. Les yeux d'Emma, les yeux de sa demi-sœur. Il y a plus, dit Ray, d'une voix encore plus grave. Quelqu'un d'autre recherche Sophia. Quelqu'un qui a des ressources et des relations. Cette personne a mené des enquêtes par les voies officielles, fait appel à des détectives privés et même contacté des informateurs dans la rue. Qui? Je ne sais pas encore. Mais qui que ce soit, cette personne a procédé de manière systématique, professionnelle. Ce n'est pas de la simple curiosité. Quelqu'un veut absolument retrouver Sophia. Alexander se leva et retourna à la fenêtre, regardant la ville animée en contrebas. Quelque part là-bas, sa nièce, sa seule famille encore en vie, vivait dans la rue avec un gentil agent d'entretien, rêvant de musique qu'elle ne pouvait écouter qu'en volant à travers les fenêtres. Alex, dit Ray doucement, il y a autre chose que tu devrais savoir. Elena Martinez avait 3 emplois pour subvenir aux besoins de Sophia, mais elle économisait aussi secrètement chaque centime qu'elle pouvait. À sa mort, elle avait laissé une lettre à Pete lui demandant de s'assurer que Sophia prenne des cours de musique dès qu'il en aurait les moyens. Alexander ferma les yeux, submergé par la tragédie de la situation. Elena, une inconnue qui avait aimé sa nièce au point de mourir pour subvenir à ses besoins. Pete, un ouvrier qui donnait tout ce qu'il avait pour s'occuper d'une enfant qui n'était pas la sienne. Et Sophia, brillante et douée, sans domicile fixe, debout devant l'académie où elle aurait dû être, mais qu'elle n'avait pas les moyens de fréquenter. « Je dois y aller », dit-il soudainement en attrapant son manteau. « Où vas-tu les trouver? Trouver Sophia et Pete? »« Je dois le faire. » Alexander fit une pause, luttant contre des émotions qu'il avait réprimées pendant des années. « Je dois réparer cela. » Alors qu'il se précipitait vers l'ascenseur, l'esprit d'Alexander était déjà en ébullition, élaborant des plans. Il allait trouver Sophia, la ramener immédiatement à la maison et lui donner tout ce qu'elle méritait, les meilleurs professeurs, les meilleurs instruments, un fonds fiduciaire qui lui garantirait de ne jamais manquer de rien. Mais alors que l'ascenseur descendait vers le hall d'entrée, une pensée plus sombre s'insinua dans son esprit. Si quelqu'un d'autre recherchait Sophia, quelqu'un disposant de ressources professionnelles et dont les motivations étaient inconnues, alors sa nièce risquait d'être en danger, bien plus que si elle était simplement sans abri. Et Alexander Reed était sur le point de découvrir que certains secrets du passé valaient la peine de tuer pour les protéger. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur le hall en marbre, et Alexander sortit dans un monde qui avait fondamentalement changé en l'espace d'une matinée. Il n'était plus seulement un PDG impitoyable. Il était un oncle avec une dette à payer et une famille à protéger. Mais d'abord, il devait trouver Sophia avant quelqu'un d'autre. Le temps pressait, la vérité sur l'identité de Sophia a bouleversé le monde d'Alexander. Mais des forces obscures se rapprochent de sa nouvelle famille. Alors que de dangereux secrets du passé de la famille Reed refont surface, Alexander doit lutter contre le temps pour protéger la nièce dont il ignorait l'existence. La révélation finale changera tout ce que vous pensiez savoir sur cette histoire. Si cette histoire vous tient en haleine, cliquez sur notre même et dites-moi dans les commentaires si vous pensez qu'Alexander peut vraiment changer
et devenir l'oncle que Sophia mérite. Le soleil se couchait sur Manhattan, tandis que la Tesla d'Alexander parcourait les rues étroites du Queens, suivant les coordonnées GPS fournies par Ray pour l'adresse de Pete Kowalski. Alexander tenait fermement le volant, l'esprit envahi par tout ce qu'il avait appris sur la situation tragique de sa nièce. Pete vivait dans un petit appartement au-dessus d'une épicerie du coin, le genre d'immeuble qui abritait des familles de la classe ouvrière depuis des générations. Alexander monta l'escalier étroit, chaque marche résonnant dans le couloir faiblement éclairé, et frappa doucement à la porte marquée 3B. La porte s'ouvrit, révélant le visage buriné de Pete, dont l'expression passa de la surprise à la lassitude lorsqu'il vit le costume coûteux et la prestance d'Alexander. « Monsieur Reed, que faites-vous ici? J'ai besoin de vous parler, à vous et à Sophia, » dit Alexander, son ton autoritaire habituel adouci par une urgence sincère. « C'est important, plus important que vous ne pouvez l'imaginer, » hésita Pete, visiblement mal à l'aise, mais la voix de Sophia retentit depuis l'intérieur du petit appartement. « Oncle Pete, c'est le pianiste? »« Oui, ma chérie, c'est lui. » Pete s'écarta à contre-cœur. « Entrez, je suppose. » L'appartement était minuscule mais impeccablement propre, avec des meubles dépareillés qui avaient été disposés avec un soin évident. Les murs étaient recouverts des dessins de Sophia, principalement des images de piano et de notes de musique créées avec le matériel artistique que Pete pouvait s'offrir. Sur une petite table à cartes se trouvait son piano en carton, dont les touches étaient usées par d'innombrables heures de pratique. Sophia leva les yeux de l'endroit où elle était assise par terre, travaillant ses devoirs à la lumière d'une petite lampe. Son visage s'illumina d'une joie sincère lorsqu'elle vit Alexander. « Monsieur Reed, êtes-vous venu me dire quand je peux commencer mes cours de piano? » Alexander sentit sa gorge se serrer d'émotion. Même après tout ce qu'elle avait enduré, la première pensée de Sophia était toujours pour la musique, pour la promesse qu'il lui avait faite dans un moment d'arrogance cruelle ce matin-là. « Sophia, j'ai quelque chose de très important à te dire, » dit-il en s'agenouillant à sa hauteur. « Quelque chose concernant ta famille. » Elle s'approcha immédiatement, son instinct protecteur s'étant activé. « Attendez, Monsieur Reed, je ne sais pas à quel jeu vous jouez, mais moi, je ne joue pas, » l'interrompit Alexander en regardant directement dans les yeux sombres et curieux de Sophia. « Sophia, te souviens-tu de quelque chose concernant ta mère? Ta vraie mère? » Sophia prit un air pensif. « Maman Elena était ma vraie maman. Elle s'est occupée de moi quand j'étais petite, après ce qui est arrivé à ma première maman. Que te souviens-tu de ta première maman? » Sophia ferma les yeux pour se concentrer. Elle avait de longs cheveux noirs comme les miens. Elle me chantait parfois des berceuses avec de jolies mélodies. Et elle sentait les fleurs, le jasmin. Je crois qu'elle disait que j'étais son petit oiseau chanteur. Elle ouvrit les yeux, brillants de souvenirs. Elle s'appelait Emma. Le cœur d'Alexander se serra. Emma avait toujours porté du parfum au jasmin, même quand elle était adolescente. Sophia, Emma était ma sœur. Cela fait de toi ma nièce. Tu fais partie de ma famille. Le silence qui suivit fut profond. Pete resta bouche bée, sous le choc, tandis que Sophia fixait Alexander, les yeux écarquillés, essayant d'assimiler cette information qui allait changer sa vie. « Tu es mon oncle, » murmura-t-elle. « Oui, ma chérie. Je suis désolé de ne pas avoir su que tu existais avant. Je suis désolé que tu aies été seule, que tu aies dû te battre. Si j'avais su, » la voix d'Alexander se brisa légèrement. « Je t'aurais trouvé immédiatement. » Sophia se leva lentement et s'approcha de lui, étudiant son visage avec l'intense concentration qu'elle réservait habituellement à la musique. « Tu as les yeux de maman Emma, » dit-elle finalement. « La même couleur grise, mais plus triste. » Avant qu'Alexander n'ait pu répondre, Sophia jeta ses petits bras autour de son cou dans une étreinte féroce. « J'ai toujours prié pour avoir une famille, » murmura-t-elle contre son épaule. « Oncle Pete est formidable, mais je rêvais d'avoir quelqu'un qui venait du même endroit que moi. » Pete s'éclaircit la gorge bruyamment, les yeux étrangement brillants. « Eh bien, que je sois damné. Je veux dire, que je sois fichu, » se corrigea-t-il rapidement, en jetant un coup d'œil à Sophia. Tout ce temps, elle avait une vraie famille quelque part. Alexander serra Sophia dans ses bras, sentant un amour protecteur qu'il n'avait jamais connu auparavant envahir sa poitrine. « Je vais prendre soin de toi maintenant, Sophia. Tu ne manqueras plus jamais de rien. Les meilleures écoles, les meilleurs professeurs de piano, une belle maison. Oncle Pete viendra aussi? »
demanda immédiatement Sophia en s'écartant pour regarder Alexander avec inquiétude. Je ne peux pas quitter oncle Pete. Il m'a sauvé quand maman Elena est morte. Il a été ma famille aussi. Alexander regarda Pete, voyant la dignité tranquille et l'amour qui avaient protégé sa nièce pendant 2 ans. Bien sûr, dit-il fermement. Pete, si vous êtes d'accord, j'aimerais que vous veniez travailler pour moi en tant que chef de la sécurité de ma résidence personnelle. Le poste comprend un appartement complet dans mon immeuble, un excellent salaire et la certitude que vous ferez toujours partie de la vie de Sophia. Les yeux de Pete se remplirent de larmes. Tu fais ça pour un vieux technicien de maintenance. Tu n'es pas seulement un technicien de maintenance, dit Alexander sincèrement. Tu es l'homme qui a sauvé ma nièce quand je n'étais pas là pour le faire moi-même. Ta famille aussi, maintenant. Alors que les 3 hommes étaient assis ensemble sur le canapé usé de Pete, faisant des plans pour la nouvelle vie de Sophia, le téléphone d'Alexander vibra, signalant un SMS urgent de Ray Morrison. Urgent, j'ai découvert qui recherchait Sophia. Appelez-moi tout de suite. Vous êtes tous en danger. Alexander s'excusa et se rendit dans la petite cuisine de Pete pour appeler Ray. Alex, Dieu merci. La voix de Ray était tendue et pressante. Vous devez prendre Sophia et partir immédiatement. De quoi parlez-vous? Les personnes qui recherchent une Sophia travaillent pour Damien Reed. Le sang d'Alexander se glaça. Damien Reed était le frère de son père, un homme qui avait été exclu de la fortune familiale il y a plusieurs décennies en raison de ses liens avec le crime organisé et de ses tendances violentes. Alexander avait supposé que Damien était soit mort, soit en prison quelque part. C'est impossible, dit Alexander. Damien a été renié il y a 30 ans. Il n'a aucun droit légal sur quoi que ce soit. Non, c'est là que tu te trompes, dit Reed d'un ton sinistre. J'ai trouvé des documents judiciaires concernant la succession d'Emma Morrison. Apparemment, avant de mourir, Emma a déposé des documents désignant Damien comme tuteur de Sophia en cas de décès. Elle était désespérée, Alex, et Damien l'a convaincu qu'il avait changé, qu'il voulait renouer avec sa famille. Mais cela ne peut pas être juridiquement contraignant. Si c'est juridiquement contraignant, l'interrompit Ray. Et voici le pire. Si quelque chose t'arrivait, en tant que plus proche parent vivant de Sophia, Damien deviendrait son tuteur et prendrait le contrôle de son héritage provenant de la succession d'Emma, qui, grâce à une police d'assurance vie souscrite par Emma, vaut environ 2 millions de dollars. Alexander sentit le monde tourner autour de lui. Tu veux dire que Damien me ferait du mal pour atteindre Sophia? Alex, j'ai fait quelques recherches sur les activités récentes de Damien. Il a été impliqué avec des personnes très dangereuses. Blanchiment d'argent, jeux d'argent illégaux, prêts usuraires. Il doit beaucoup d'argent à des gens peu recommandables, et l'héritage de Sophia résoudrait ses problèmes. Comment a-t-il découvert l'existence de Sophia? L'avocat d'Emma l'a contacté après sa mort afin d'honorer ses dernières volontés. Damien recherche Sophia depuis lors, mais elle a disparu dans le système d'adoption. Jusqu'à aujourd'hui, où ta petite démonstration à l'Académie a attiré l'attention de quelqu'un, se dit Alexander, l'esprit en ébullition. Quelqu'un à l'Académie a dû reconnaître le nom Reed et se renseigner. En essayant d'aider Sophia, il l'avait involontairement exposée au danger. Ray, combien de temps avons-nous? Pas beaucoup. Mes sources disent que les hommes de Damien posent des questions dans le quartier depuis quelques heures. Ils savent pour Pete, ils connaissent cette adresse. Alexander regarda Sophia et Pete assis ensemble sur le canapé depuis la porte de la cuisine. Sophia montrait à Pete comment placer ses doigts sur son piano en carton. Ils avaient l'air si paisibles, si heureux, complètement inconscients du danger qui les guettait. Que dois-je faire? Fais-les sortir de là immédiatement. Emmène-les dans un endroit sûr pendant que je coordonne les opérations avec la police de New York. Et la voix d'Alex Ray devint encore plus grave. Damien Reed est désespéré, ce qui le rend extrêmement dangereux. Ne sous-estimez pas ce dont il est capable. Alexander mit fin à l'appel et retourna dans le salon, essayant de garder un visage impassible. Sophia, Pete, je veux que vous fassiez rapidement vos valises. Nous allons passer la nuit dans mon appartement. Tout de suite? Demanda Pete, sentant l'urgence dans la voix d'Alexander. Tout de suite, confirma Alexander. Ce n'est plus sûr ici. Sophia le regarda avec ses yeux sombres et perspicaces. Oncle Alexander, les méchants vont venir? Avant qu'il n'ait pu répondre, le bruit de pas lourds résonna dans l'escalier à l'extérieur, suivi d'un coup sec à la porte. Pete Kowalski, dit une voix rauque dans le couloir.
Nous savons que la petite fille est là. Ouvrez et personne ne sera blessé. Alexander sentit tous ses instincts protecteurs s'enflammer en regardant le visage effrayé de Sophia. Sa nièce, sa famille étaient en danger, et il ferait tout ce qu'il fallait pour la protéger. Mais alors que d'autres pas résonnaient dans l'escalier et que des voix commençaient à se coordonner derrière la porte, Alexander comprit qu'il était peut-être déjà trop tard. Avant de nous plonger dans ce moment palpitant, abonnez-vous si vous vous souciez de la sécurité de Sophia et dites-moi dans les commentaires si vous pensez qu'ils vont réussir à s'échapper. L'appartement était plongé dans un silence de mort, à l'exception de la respiration rapide et effrayée de Sophia. Alexander passa rapidement en revue les options qui s'offraient à eux. La fenêtre donnait sur une issue de secours, mais elle se trouvait au troisième étage et ne menait nulle part ailleurs que dans la ruelle où d'autres hommes de Damien pouvaient les attendre. Oncle Pete, murmura Sophia. J'ai peur. Pete se plaça devant elle pour la protéger, tandis qu'Alexander collait son oreille à la porte, écoutant les voix dans le couloir. Le patron dit de la garder en vie si possible, mais fais ce que tu as à faire, murmura une voix rauque. La fille vaut plus que le vieil homme ou le costume. Alexander bouillait de rage. Il parlait de Sophia comme si elle était une marchandise, un trophée à remporter. Il sortit son téléphone et envoya rapidement un SMS à Ray pour lui indiquer leur emplacement et leur situation, puis se tourna vers Pete. Y a-t-il une autre issue? Pete acquiesça d'un air sombre. L'escalier de secours, mais ils ont probablement aussi des hommes en bas. Attendez, ses yeux s'illuminèrent. Le bâtiment voisin partage le même sous-sol. Un tunnel technique les relie. J'ai aidé à installer des tuyaux là-bas le mois dernier. Pouvons-nous accéder au sous-sol? Il y a un escalier de service au bout du couloir, mais il faudrait passer devant eux. Alexander regarda désespérément autour de lui dans le petit appartement, son regard se posant sur les dessins de Sophia qui recouvraient les murs. Parmi eux se trouvait un croquis détaillé de la disposition du bâtiment qu'elle avait dû dessiner d'après les descriptions de Pete. La mémoire artistique de la jeune fille avait capturé chaque détail. Sophia, dit-il avec insistance, dans ton dessin, quelle est cette pièce à côté de l'appartement de Pete? Sophia examine son propre dessin avec un calme remarquable, compte tenu des circonstances. C'est l'appartement de M. Giovanni, mais il est à l'hôpital. Oncle Pete récupère son courrier. Le visage de Pete s'éclaira lorsqu'il comprit. Le vieil Italien du 3A, son appartement dispose d'un monte plat qui communique avec le restaurant en bas. Il n'a pas été utilisé depuis des années, mais il fonctionne peut-être encore. Alexander termina. Les coups à la porte s'intensifièrent, accompagnés du bruit de quelqu'un qui testait les serrures. Nous n'avons pas beaucoup de temps, dit Pete en se dirigeant vers une petite fenêtre qui donnait sur la cour centrale de l'immeuble. Si je peux nous faire entrer dans l'appartement de Giovanni, dit Alexander en soulevant déjà Sophia, fais-le. Pete ouvrit la fenêtre et grimpa prudemment sur le rebord étroit qui longeait la façade du bâtiment. Le rebord mesurait d'à peine 15 cm de large et se trouvait à 3 étages au-dessus de la cour, mais Pete se déplaçait avec l'assurance de quelqu'un qui avait travaillé dans le bâtiment pendant des décennies. « Passe-moi, Sophia, dit-il doucement. Tous les instincts d'Alexander se rebellaient à l'idée de mettre sa nièce en danger, mais le bruit du bois qui se fendait à la porte ne lui laissait pas le choix. Il passa prudemment Sophia par la fenêtre dans les bras solides de Pete. « Ne regarde pas en bas, ma chérie, murmura Pete. Regarde juste oncle Alexander. » Sophia garda les yeux fixés sur Alexander tandis que Pete la portait le long du rebord vers la fenêtre de Giovanni. Alexander le suivait, ses chaussures en cuir coûteuses glissant dangereusement sur le béton étroit. Derrière eux, la porte de l'appartement s'ouvrit brusquement. « Ils ne sont pas là !» cria quelqu'un avec colère. « Fouillez l'immeuble !» Pete avait déjà ouvert la fenêtre de Jimmy Gavany. Ce n'était apparemment pas la première fois qu'il aidait son voisin âgé et il aida Sophia à grimper à l'intérieur. Alexander le suivit juste au moment où des pas lourds résonnaient dans le couloir à l'extérieur. L'appartement de Giovanni était sombre et sentait les médicaments et la solitude. Pete les conduisit rapidement à la petite cuisine où un ancien monte-plat était caché derrière un panneau en bois. « Il est relié au restaurant Rosini en bas », expliqua Pete en ouvrant le vieux mécanisme. « Il est petit, mais je passerai en premier, dit Alexander. Mais Pete secoua la tête. Tu es trop grande. Sophia et moi pouvons passer, mais tu devras prendre les escaliers normaux et nous rejoindre en bas. Il y a une sortie par la ruelle derrière le restaurant. Je ne quitterai pas Sophia. Oncle Alexander, dit Sophia avec un calme remarquable.
Oncle Pete connaît les bâtiments. Nous devons lui faire confiance. Le bruit des portes enfoncées résonnait dans l'immeuble, tandis que les hommes de Damon fouillaient systématiquement chaque appartement. Alexander s'agenouilla devant Sophia et prit ses petites mains dans les siennes. « Je te promets, ma chérie, que je te retrouverai. Quoi qu'il arrive, je ne laisserai personne te faire de mal. » Sophia acquiesça solennellement, puis le surprit en sortant un petit morceau de papier de sa poche, une carte de visite rudimentaire qu'elle avait fabriquée avec des crayons de couleur. « Il y a le numéro de téléphone de Pete dessus, dit-elle, au cas où on serait séparés. » Alexander glissa la précieuse carte dans la poche de sa veste, embrassa Sophia sur le front et regarda Pete l'aider à monter dans le monte-plat. Pete se glissa à côté d'elle et Alexander les descendit lentement vers le restaurant en contrebas. Puis il entendit la porte de Giovanni être testée. Alexander se déplaça rapidement dans l'appartement du vieil homme, à la recherche de tout ce qui pourrait lui servir d'arme ou de distraction. Dans le placard de la chambre de Giovanni, il trouva ce qu'il cherchait. La collection de photographies anciennes du vieil homme, datant de l'époque où il était chanteur d'opéra professionnel. La porte s'ouvrit brusquement au moment où Alexander jetait toute la collection de photographies en l'air, créant une tempête de confusion. Dans le chaos, il plongea vers la fenêtre, mais une main puissante l'attrapa par l'épaule. « Alexander Reed », dit une voix qui lui glaça le sang. Il se retourna pour faire face à un homme qu'il n'avait pas vu depuis près de 20 ans. Damien Reed, le frère de son père. Damien était plus âgé maintenant, les cheveux gris et couverts de cicatrices. Mais ses yeux avaient conservé la même intelligence cruelle qui le rendait dangereux, même lorsqu'il était jeune. « Bonjour, mon neveu, » dit Damien avec un sourire froid. « Tu cherches quelque chose? Où est Sophia? » demanda Alexander. « Elle est en sécurité pour l'instant, mais sa sécurité dépend entièrement de ta coopération. » Damien fit un geste vers les deux grands hommes qui l'accompagnaient. « Tu vas signer des papiers pour me transférer la garde de ta nièce, son grand-oncle aimant, qui veut lui offrir un foyer convenable. » « Jamais. » Le sourire de Damien s'élargit. « J'espérais que tu dirais ça. » Il fit un signe de tête à ses hommes qui s'avancèrent de manière menaçante. Mais avant qu'ils ne puissent atteindre Alexander, une nouvelle voix rompit la tension. « Police de New York, que personne ne bouge. » Ray Morrison se tenait dans l'embrasure de la porte avec 3 policiers armés, leurs armes pointées sur l'équipe de Damien. « Damien Reed, vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement, extorsion et environ 6 autres crimes auxquels je penserai sur le chemin du commissariat. » L'expression de Damien passa du triomphe à la rage. « Ce n'est pas fini, Alexander. Cette petite fille m'appartient légalement. Je finirai par la récupérer. »« Non, » répondit Alexander fermement. « Vous n'obtiendrez pas confirmation. » Alors que la police emmenait Damien menotté, Alexander se précipita en bas pour retrouver Sophia et Pete, qui attendaient dans le restaurant Rossini, partageant une assiette de pâtes avec le propriétaire italien inquiet qui les avait trouvés en train de sortir de son monte-plat. Sophia se jeta dans les bras d'Alexander, qui la serra fort, submergée par le soulagement et un amour protecteur féroce qui l'avait complètement transformé en l'espace d'une journée. Mais même s'ils se réjouissaient de leur sécurité, Alexander savait que ce n'était que le début. Damien avait raison sur un point. La bataille juridique pour la garde de Sophia était loin d'être terminée. Cependant, Alexander Reed n'était plus l'homme d'affaires froid et arrogant qui s'était moqué d'une enfant sans abri ce matin-là. Il était un oncle qui avait retrouvé sa famille et il se battrait de toutes ses forces pour la protéger. La véritable bataille ne faisait que commencer. Mais pour la première fois de sa vie, Alexander se battait pour quelque chose de plus important que l'argent ou le succès. Il se battait pour l'amour. Voilà, c'est la conclusion incroyable de l'histoire de Sophia. Si vous êtes aussi ému que moi, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à la partager avec quelqu'un qui a besoin de croire au pouvoir de la famille et aux secondes chances. 6 mois plus tard, Alexander se tenait dans l'élégant salon de son penthouse, regardant Sophia s'exercer sur le piano à queue Steinway qu'il lui avait acheté. Le soleil matinal pénétrait par les baies vitrées, projetant des reflets dorés dans ses cheveux noirs, tandis que ses petits doigts dansaient sur des touches avec une assurance et une habileté croissante. Elle jouait les valses minutes de Chopin, une pièce que son professeur, la célèbre pianiste Elena Vasquez, lui avait assignée pour mettre à l'épreuve ses capacités techniques grandissantes. Mais ce qui frappa le plus Alexander, ce ne fut pas les progrès remarquables de Sophia.
Ce fut la joie pure qui se lisait sur son visage pendant qu'elle jouait, la même expression d'émerveillement qu'elle avait affichée le premier jour devant l'académie. Oncle Alexander appela Sophia sans s'arrêter de jouer. Le professeur Vasquez dit que je suis prête à passer l'audition pour le programme des jeunes artistes à Juilliard. Alexander sentit sa poitrine se gonfler de fierté. En seulement 6 mois, Sophia était passée du statut d'enfant des rues s'exerçant sur du carton à celui de candidate sérieuse à l'un des programmes musicaux les plus prestigieux au monde. C'est merveilleux, ma chérie, dit-il en s'installant dans son fauteuil en cuir préféré pour l'écouter. C'était devenu leur rituel matinal. Sophia s'exerçait pendant qu'Alexander examinait des documents professionnels, tous deux partageant le silence confortable d'une famille. Pete sortit de la cuisine avec un plateau de petit déjeuner, son apparence transformée par 6 mois de bonne alimentation et la sécurité d'un foyer stable. En tant que chef de la sécurité de l'immeuble d'Alexander, il avait non seulement trouvé un but et le respect, mais était également devenu un membre à part entière de leur famille atypique. Monsieur Reed, dit Pete formellement, insistant toujours pour utiliser le titre respectueux, malgré les demandes répétées d'Alexander d'utiliser son prénom. Votre avocate a appelé. L'audience pour la garde a été avancée à la semaine prochaine. L'expression d'Alexander s'assombrit légèrement. Malgré l'emprisonnement de Damian pour des accusations criminelles, sa demande légale de garde avait donné lieu à une bataille judiciaire complexe qui durait depuis des mois. Les avocates de Damian soutenaient que les souhaits écrits d'Emma l'emportaient sur la relation biologique d'Alexander avec Sophia, et l'affaire était devenue un véritable événement médiatique. Y a-t-il quelque chose à craindre? Demanda Sophia, interrompant sa musique lorsqu'elle sentit la tension dans la pièce. Alexander et Pete échangèrent un regard. Ils avaient essayé de protéger Sophia des détails les plus pénibles de la procédure judiciaire, mais elle était trop intelligente pour ne pas comprendre que son avenir était décidé par des inconnus dans une salle d'audience. Le juge veut t'interroger la semaine prochaine, dit Alexander doucement, juste pour s'assurer que tu comprends ce qui se passe et ce que tu veux. Sophia descendit du banc du piano et s'approcha d'Alexander, s'installant à côté de lui avec l'assurance inconsciente d'une enfant qui n'avait jamais douté d'être la bienvenue. Je sais ce que je veux, dit-elle simplement. Je veux rester avec ma famille, avec toi et oncle Pete. Ce n'est peut-être pas aussi simple, ma chérie. La loi est compliquée et parfois... Oncle Alexander, l'interrompit Sophia, sa voix de 7 ans dégageant une sagesse surprenante. Tu te souviens de ce que je t'ai dit le premier jour à propos de la musique? Alexander sourit. Tu as dit que la musique n'avait rien à voir avec le fait d'avoir des choses coûteuses ou d'être né dans la bonne famille, c'est vrai. La musique, c'est avoir un cœur qui comprend la beauté et des mains prêtes à travailler jusqu'à ce que cette beauté puisse être partagée avec le monde. Sophia prit sa grande main dans ses 2 petites mains. La famille, c'est comme la musique. Ce n'est pas une question de sang, de papier ou de ce que disent les juges. C'est une question de cœur qui comprennent l'amour et de personnes prêtes à travailler chaque jour pour prendre soin les unes des autres. Alexander sentit les larmes lui monter aux yeux. En 6 mois, Sophia lui avait appris davantage sur ce qui comptait vraiment que 32 ans de réussite professionnelle ne lui avaient jamais révélé. Tu as tout à fait raison, dit-il en la serrant contre lui. Peu importe ce que décidera le tribunal, tu feras toujours partie de ma famille. La sonnette retentit et Pete alla ouvrir la porte. Il revint avec Ray Morrison et une femme élégamment vêtue qu'Alexander ne reconnaissait pas. Alex, dit Ray, l'air à la fois excité et inquiet, je te présente la juge Margaret Chen. C'est la juge aux affaires familiales qui a été assignée à l'affaire de Sophia. Alexander se leva rapidement, surpris par cette visite inattendue. Votre honneur, je ne m'attendais pas à vous voir, dit le juge Chen avec gentillesse. C'était une petite femme élégante d'une 50aine d'années, avec des yeux intelligents et une attitude qui mettait immédiatement les gens à l'aise. Je m'excuse de cette intrusion, mais je suis de près l'affaire de Sophia et je voulais vous rencontrer tous de manière informelle avant l'audience de la semaine prochaine. Sophia leva les yeux vers le juge avec curiosité plutôt qu'avec crainte. C'est vous qui décidez où je vais vivre? La juge Chen sourit. Oui, ma chérie, et j'aimerais te poser quelques questions si tu es d'accord. D'accord, répondit Sophia avant d'ajouter poliment. Voulez-vous m'entendre jouer du piano? Oncle Alexander dit que la musique aide les gens à mieux se comprendre. J'adorerais ça. Sophia retourna à son piano et commença à jouer l'invention de Bach.
Elle en connaissait une en do majeur, une pièce qui mettait en valeur à la fois ses compétences techniques et sa maturité musicale grandissante. Alors que les notes cristallines remplissaient l'élégant salon, Alexander vit l'expression du juge Chen s'adoucir sous l'effet d'une émotion sincère. Lorsque Sophia eut terminé, le juge Chen applaudit chaleureusement. C'était magnifique, Sophia. Que ressentez-vous lorsque vous jouez? Comme si j'étais chez moi, répondit Sophia sans hésiter. Comme si toute la tristesse disparaissait et qu'il ne restait plus que la beauté. Et où te sens-tu le plus chez toi? Ici, avec ton oncle Alexander et ton oncle Pete. Sophia acquiesça avec emphase. C'est ici que j'ai ma place. Oncle Alexander m'a donné la musique et oncle Pete m'a donné l'amour d'une famille, et ensemble, ils m'ont donné un vrai foyer où je n'ai plus besoin d'avoir peur. La juge Chen se tourna vers Alexander. Monsieur Reed, j'ai examiné tous les documents relatifs à cette affaire, y compris les témoignages de moralité, les évaluations psychologiques et les études familiales. J'ai également discuté avec l'inspecteur Morrison des activités criminelles de votre oncle Damien et de ses véritables motivations pour demander la garde. Alexander retint son souffle, sachant que tout l'avenir de Sophia dépendait de la décision de cette femme. Je suis juge au tribunal des affaires familiales depuis 20 ans, poursuivit la juge Chen, et j'ai appris que l'intérêt supérieur de l'enfant ne se reflète pas toujours dans les documents juridiques ou les relations biologiques. Il se reflète dans l'amour, la stabilité et l'engagement sincère envers le bien-être de l'enfant. Elle fit une pause, regardant autour d'elle les trois personnes qui étaient devenues une famille atypique mais aimante. La demande de garde de Damien Reed est légalement valable selon les documents originaux déposés par Emma Morrison. Cependant, ces documents ont été signés sous la contrainte par une jeune mère désespérée qui n'avait pas d'autre choix. Les preuves montrent clairement que l'intérêt de Damien pour Sophia est financier plutôt que paternel, et sa condamnation pénale le rend inapte à la garde dans toutes les circonstances. Alexander sentit la petite main de Sophia se glisser dans la sienne et la serrer fort. Par conséquent, conclut le juge Chen avec un sourire chaleureux, j'accorde la garde permanente de Sophia Martinez à Alexander Reed, Pete Kowalski étant désigné comme son tuteur légal au cas où il arriverait quelque chose à M. Reed. Sophia poussa un cri de joie et se jeta dans les bras d'Alexander, tandis que Pete essuyait les larmes sur ses joues burinées. Bienvenue à la maison, Sophia, dit doucement le juge Chen, pour de bon cette fois. Alors que le juge Chen et Ray s'apprêtaient à partir, Sophia courut une nouvelle fois vers le piano. Juge Chen, je veux jouer quelque chose de spécial pour vous remercier. Ses doigts se trouvèrent les touches et elle commença à jouer un morceau qu'Alexander n'avait jamais entendu auparavant, une mélodie simple et magnifique qui semblait capturer toute la joie et la gratitude de son jeune cœur. Quel est ce morceau? Demanda le juge Chen. Sophia leva les yeux avec un sourire radieux. Je l'ai composé moi-même. Il s'intitule Chanson de famille, mais il parle de trouver les personnes qui vous aiment suffisamment pour vous aider à devenir qui vous êtes censé être. Alors que le juge et le détective partaient, Alexander se tenait debout, le bras autour des épaules de Sophia, regardant Pete ranger soigneusement ses partitions pour la leçon du lendemain. 6 mois plus tôt, il était un homme d'affaires froid et arrogant qui mesurait la valeur en dollars et le succès en acquisition. Maintenant, il était un oncle, un tuteur et un membre d'une famille liée non pas par le sang ou la loi, mais par le choix, l'amour et l'engagement commun d'aider une petite fille douée à atteindre son extraordinaire potentiel. Oncle Alexander, dit Sophia en le regardant avec ses yeux sombres qui avaient attiré son attention pour la première fois devant l'Académie de musique. Tu crois que maman Emma serait fière de nous? Alexander pensa à sa demi-sœur, cette jeune mère qui était morte en essayant de subvenir aux besoins de sa fille, qui avait fait confiance à la mauvaise personne dans son désespoir, mais qui avait suffisamment aimé Sophia pour se battre pour son avenir. Je pense qu'elle serait incroyablement fière, répondit-il. Je pense qu'elle veille sur nous en ce moment même, sachant que son petit oiseau chanteur ait enfin trouvé le chemin de la maison. Sophia acquiesça solennellement, puis s'illumina. Demain, je commence à travailler sur le concerto pour piano Index 2 de Rachmaninoff. Le professeur Vasquez dit que si je le maîtrise, je pourrais être prête à passer l'audition pour le Young Artist Showcase du Carnegie Hall l'année prochaine. Alexander Ritt, émerveillé par l'ambition et le talent sans limite de sa nièce. Une étape à la fois, ma chérie. Tu as toute la vie devant toi pour conquérir le monde. Je sais, répondit Sophia d'un ton neutre. Mais, oncle Alexander,
j'ai déjà conquis la chose la plus importante. Laquelle? Le sourire de Sophia aurait pu illuminer tout Manhattan. J'ai trouvé ma famille. Tout le reste n'est que musique. Alors que le soleil se couchait sur la ville qui les avait réunis, Alexander Reed comprit que parfois, les acquisitions les plus précieuses ne pouvaient être achetées, négociées ou planifiées. Parfois, elles ne pouvaient être reçues que comme des cadeaux. Des cadeaux qui transforment non seulement votre vie, mais aussi votre âme. La petite prodige du piano lui avait appris que la plus belle musique ne se trouvait pas dans les salles de concert ou les conservatoires. Elle se trouvait dans la symphonie quotidienne d'une famille. S'aimer, se soutenir et s'aider mutuellement à réaliser des rêves qui semblaient autrefois impossibles. Et dans l'appartement terrasse surplombant Manhattan, tandis que Sophia répétait ses gammes, que Pete préparait le dîner et qu'Alexander passait en revue Tomorrow's Business, l'oreille toujours attentive à la musique de sa nièce, cette symphonie continuait de jouer, belle, complexe et pleine de la promesse de nombreux autres mouvements à venir.